Bonjour et bienvenue dans le nouveau chapitre du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans ce dossier complet, nous allons pouvoir découvrir comment choisir les meilleures viandes blanches pour la santé, la vitalité et la longévité. Que l'on suive une diète cétogène, carnivore, méditerranéenne ou plus globalement omnivore. On va s'appuyer sur les principes des experts en nutrition comme Paul Saladino, Shawn Baker ou encore Maria Emmerich. Et on va identifier ici les filières et les labels qui garantissent une viande blanche de qualité, calibrée pour la santé, tout en évitant les pièges de l'élevage intensif et de ses ravages aussi bien pour le bien-être animal que pour la santé des consommateurs. Alors pourquoi bien choisir sa viande blanche ? Elle reste un pilier incontournable dans de nombreux régimes, notamment dans le régime méditerranéen, où elle est appréciée pour sa digestibilité et sa polyvalence. Mais comme pour la viande rouge, toutes les viandes blanches ne se valent pas. Entre un poulet fermier élevé en plein air et correctement nourri et un poulet industriel élevé en batterie, génétiquement sélectionné, dopé aux techniques de croissance accélérée, le fossé va être immense sur les plans nutritionnels, éthiques et physiologiques. L'objectif de ce guide, c'est de nous aider à faire les bons choix pour intégrer une viande blanche de qualité dans une alimentation optimale, en respectant les principes de la diète plus ou moins ancestrale, tout en étant low carb ou cétogène, avec pour but d'imiter l'alimentation humaine ancestrale et donc de minimiser le risque de maladies précoces et du coup d'optimiser la longévité en santé. Alors dans ce nouveau dossier complet, on va explorer quelles sont les viandes blanches les plus intéressantes pour la santé, quels sont les critères d'élevage à privilégier et enfin, quels sont les labels et les filières à connaître, que ce soit en France ou ailleurs, et quelles sont les meilleures pratiques d'achat pour éviter les pièges. Ce podcast et ce contenu s'inscrivent dans la continuité de notre guide sur la viande rouge et on va ici appliquer la même logique, privilégier la densité nutritionnelle, le bien-être animal et les filières vertueuses pour la santé. Alors pourquoi la viande blanche de qualité est essentielle pour la santé et la longévité ? Eh bien la viande blanche, comme le poulet, la dinde, le canard, le porc ou le lapin, c'est une viande qui est réputée pour sa digestibilité, sa teneur élevée en protéines et sa polyvalence culinaire. Donc pour résumer, elle se digère plus rapidement que la viande rouge, elle est tout aussi riche en protéines, et elle permet d'ajouter de la diversité culinaire aux recettes de tous les jours. Elle est néanmoins un peu moins dense en micronutriments que la viande rouge. Il y a moins de fer héminique, moins de zinc, moins de vitamine B12, et tout ça c'est des micronutriments qu'on a eu l'occasion de détailler dans le podcast sur la viande rouge. Néanmoins, les abats de viande blanche comme le foie de poulet ou de canard, ils vont largement compenser cette moindre concentration en micronutriments. Par conséquent, la viande blanche c'est un atout précieux dans une alimentation santé, à condition d'être bien sourcée. Et on va voir ici pour quelles raisons cette viande blanche est précieuse pour la santé. Tout d'abord, les nutriments essentiels. Et on parle bien ici de nutriments, donc on parle aussi bien de macronutriments que de micronutriments. Et la viande blanche offre notamment des protéines complètes, donc riches en tous les acides aminés essentiels, et notamment la leucine qui est indispensable à la synthèse musculaire et à la récupération. Elles offrent notamment les viandes blanches de la niacine, donc c'est de la vitamine B3 qui est essentielle pour le métabolisme énergétique et la santé cérébrale. Du sélénium qui est un antioxydant puissant qui œuvre contre le vieillissement de l'organisme. Du phosphore et de la choline qui vont soutenir la santé osseuse, la santé du foie et la santé cognitive, et enfin de la taurine et de la carnitine, qui sont présentes en moindre quantité que dans la viande rouge, mais qui sont néanmoins utiles pour le métabolisme et pour le cœur. Ensuite, le deuxième point, c'est que la viande blanche est un atout majeur pour améliorer la santé hormonale, dont on sait qu'elle est un enjeu majeur de nos sociétés actuelles. Et c'est une problématique à laquelle il faut s'intéresser de près, car beaucoup de gens ont des soucis de santé à cause de problèmes hormonaux ou thyroïdiens. Et voici donc les principaux liens entre la viande blanche et la santé hormonale, basés sur des recherches récentes. Tout d'abord, le fait que la viande blanche contienne du sélénium, qui, comme nous l'avons dit, est un oligoélément qui agit comme un antioxydant, mais qui est également aussi essentiel pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Le sélénium, qui est abondant dans les volailles et les porcs bien élevés et correctement nourris, est essentiel pour la conversion des hormones thyroïdiennes et notamment T4 en T3 actives. On reviendra sur le sujet de la thyroïde dans un contenu dédié. Et du coup, une carence en sélénium
peut perturber la fonction thyroïdienne, ce qui peut entraîner de la fatigue ou des déséquilibres hormonaux. Des études montrent que le sélénium protège la thyroïde contre le stress oxydatif et soutient la production d'hormones. Attention toutefois, bien que le sélénium il est crucial, il est important de limiter les apports totaux, donc via la viande, plus les abats, plus les compléments, à environ 100 à 200 microgrammes par jour pour éviter tout risque de toxicité. Ensuite, on a la choline, on l'a dit, et là où ça va être intéressant, c'est pour la santé non seulement hépatique, donc du foie, mais aussi la santé hormonale. La choline, c'est ce qui est présent en quantité intéressante dans les œufs, c'est très connu d'ailleurs pour ça, mais aussi dans le foie de volaille ou le porc. Elle aide notamment à la détoxification du foie, et elle est cruciale aussi pour métaboliser les hormones comme les oestrogènes et la testostérone. Enfin, le point le plus connu probablement, c'est que la viande blanche contient le spectre complet des acides aminés, et on sait toute l'importance que revêtent les protéines. Elles soutiennent notamment, indirectement, les hormones sexuelles et thyroïdiennes, entre autres. Du coup, le problème, c'est que pour profiter de tous ces bienfaits, il faut que la viande blanche provienne finalement de sources qualitatives. Donc tant que c'est le cas, la viande blanche est un très bon pourvoyeur de ces nutriments indispensables qu'on a listés ici. A contrario, les viandes blanches qui sont issues d'élevage intensif peuvent quant à eux poser problème. Ça concerne principalement les poulets élevés en batterie par exemple, ou les porcs nourris aux aliments concentrés et destinés à l'alimentation plus ou moins transformée, ou à des morceaux de porc bruts mais à bas prix. Les principaux désavantages d'une viande blanche de mauvaise qualité, ça va être, en gros, qu'elles vont induire un profil lipidique déséquilibré avec un ratio d'oméga 6, un apport trop important d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc un ratio oméga 6 oméga 3 qui est pas très intéressant pour la santé parce qu'il va être pro-inflammatoire. Ensuite, les viandes blanches de mauvaise qualité vont contenir en elles une charge relativement toxique avec des résidus d'antibiotiques, des polluants et des additifs dans les tissus qu'on va consommer. Et enfin, elles présentent une faible densité nutritionnelle. Elles ont généralement moins de vitamines et moins de minéraux, et ça c'est dû en fait à la croissance accélérée et à l'alimentation céréalière, en plus qui est parfois faite à base de céréales OGM. Et en plus de ça, pour couronner le tout, en dehors de la filière d'élevage, il y a certaines volailles qui vont être destinées à l'alimentation transformée, comme les nuggets, les escalopes reconstituées ou les charcuteries industrielles, qui sont quant à elles évidemment à limiter, voire à éliminer dans une perspective de santé optimisée. Ensuite, contrairement à la viande rouge, le gras de la viande blanche, il est souvent moins abondant, mais il peut être un véritable trésor nutritionnel, surtout lorsqu'il provient d'animaux bien élevés. C'est même d'ailleurs une condition. Il apporte notamment des acides gras monoinsaturés, donc des oméga 9, les mêmes qu'on retrouve dans l'huile d'olive. Ils sont notamment présents dans le canard ou le porc fermier, comme le porc noir de Bigorre, et ils favorisent la santé cardiovasculaire et l'insulinosensibilité, donc le fait d'être sensible à l'insuline, par opposition au fait d'être résistant à l'insuline, qui est un symptôme malheureusement très répandu dans nos sociétés modernes et qui entraîne de nombreux problèmes de santé, et c'est un des sujets phares du guide Blueness d'ailleurs, notamment le fait de passer par une alimentation faible en glucides justement pour réinitialiser quelque part sa résistance à l'insuline. Ensuite, toujours au niveau de la graisse de la viande blanche, le gras du poulet peut contenir des oméga 3. C'est le cas lorsque les animaux sont élevés naturellement, en plein air, et qu'en prime, leur alimentation est enrichie avec des aliments riches en oméga 3. Par exemple, en France, avec le label Bleu Blanc Cœur, qui garantit un enrichissement de l'alimentation en aliments du coup riches en oméga 3, comme les graines de lin par exemple. Et dans un tel cas de figure, le ratio de la viande issue des animaux, donc le ratio oméga 3 sur oméga 6, va être plus équilibré, plus intéressant, moins inflammatoire. Et voilà, et ça vient justement dans le gras du poulet, puisque les oméga 3 sont un type de graisse. Ensuite, le gras du poulet contient de la choline, on l'a dit, et c'est justement dans le gras qu'on la retrouve.
et des lipides structurants. Et en fait, le gras du canard ou du porc, par exemple, vont concentrer cette choline qui va être essentielle pour le foie, donc pour la santé hépatique, et pour le cerveau, pour la santé cérébrale. Et le gras va également contenir des lipides, donc des graisses, qui vont être très utiles pour fabriquer, pour renforcer les membranes de nos cellules. D'où le fait de parler de lipides structurants. Ensuite, dernier point, le gras de la volaille va contenir des CLA, les fameux acides linoléiques conjugués, dont on a parlé déjà dans le podcast sur la viande rouge. Alors ils sont présents de façon moins abondante dans la viande blanche que dans la viande rouge, mais ils sont tout de même présents de façon intéressante chez les porcs qui sont nourris au gland, ou chez les poulets, les poules élevés en plein air avec derrière des effets anti-inflammatoires et métaboliques qui ont été prouvés. Alors en pratique, pour bénéficier du gras de la volaille, on peut privilégier les morceaux gras comme la cuisse de poulet, le magret de canard, l'échine de porc, si on est sûr de la filière d'élevage, ainsi que la peau notamment du poulet. Et ça va nous permettre de maximiser les bienfaits du gras directement dans notre organisme. Surtout quand on est en alimentation faible en glucides et qu'on a besoin d'énergie provenant des graisses. Dans le cas contraire, si on ne connaît pas la provenance ou si on a un gros doute sur la qualité de la viande, on va essayer plutôt de varier les coupes grasses avec des coupes plutôt maigres majoritairement, comme le blanc de poulet ou le filet de porc par exemple, que ce soit pour la gestion des calories d'une part quand on est en alimentation omnivore, ou parce qu'on n'est pas sûr de la provenance de la viande et qu'on préfère du coup apporter ces matières grasses via d'autres sources. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'avocat, ça peut être du beurre clarifié, ça peut être de la graisse de bœuf ou encore des noix de macadamia, des oléagineux, etc. Alors, quel est l'impact de l'alimentation qu'on donne aux animaux sur la qualité de la viande blanche ? Eh bien, comme pour la viande rouge, ce que va manger l'animal va déterminer la qualité de sa viande. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces contenus que nous faisons en ce moment même. Donc, les volailles et les porcs qui sont naturellement, nourris de façon naturelle, avec donc de l'herbe, des plantes, des insectes, des glands, des graines, vont produire une viande plus riche en nutriments et moins inflammatoire que ceux qui ont été nourris aux céréales, et notamment aux céréales OGM, et aux oléoprotéagineux, tels qu'on l'a vu avec la viande rouge. Donc notamment soja et maïs. Et le tout en élevage intensif. Alors, pour faire un petit comparatif entre un élevage traditionnel et un élevage intensif, eh bien, en pâturage, on va faire en sorte que la volaille puisse consommer de l'herbe, des feuilles, des insectes, des graines naturelles. Et les porcs vont également consommer de l'herbe et des glands, par exemple. Alors que en élevage intensif, l'alimentation va être plutôt riche en céréales avec des interventions répétées de l'homme pour accélérer la croissance des animaux. Ensuite, en élevage naturel, il faut savoir que les volailles, si on les laisse en plein air avec de l'alimentation entre guillemets naturelle, parce qu'on va reproduire les conditions naturelles, les volailles ne sont pas des herbivores exclusifs. Donc, elles sont plutôt des omnivores opportunistes. Donc, on ne peut pas leur donner que des plantes. Il va y avoir des insectes et des protéines animales comme les vers, les larves, les escargots et parfois même les petites souris qui vont représenter une fraction essentielle de leur alimentation de type ancestral. Donc l'alimentation la plus naturelle va correspondre grosso modo à une part d'herbes et de végétaux, une part d'insectes, de vers et de petits invertébrés, et enfin une part de graines, de fruits et de restes divers que les animaux trouvent sur le sol. Et ce mode alimentaire diversifié et plus ou moins naturel, il va entraîner dans un élevage du coup naturel un profil nutritionnel beaucoup plus intéressant pour la viande qui va être issue de ces animaux, avec notamment, on l'a dit, on le répète, un meilleur ratio oméga 3, oméga 6, et pour être plus précis, un ratio qui peut aller jusqu'à 1 oméga 3 pour 3 oméga 6 en élevage vertueux et extensif, versus 1 pour 10, voire 1 pour 20 en élevage intensif. Et donc l'objectif pour la longévité, ça va être de se rapprocher plutôt d'un ratio 1 pour 3 ou 1 pour 2 idéalement. Ensuite, la viande issue d'un élevage extensif, donc vertueux, elle va contenir plus d'antioxydants.
avec de la vitamine E et du sélénium notamment, qui vont agir de concert et qui sont extrêmement utiles pour renforcer l'immunité et lutter contre le stress oxydatif, donc contre le vieillissement. On trouve également de la choline, dont on a parlé précédemment, qui là aussi est très utile pour renforcer les parois de nos cellules, on l'a dit, et qui est elle aussi du coup un antioxydant, donc un retardateur du vieillissement cellulaire. Ensuite, toujours dans la viande de qualité, il va y avoir moins d'inflammation au niveau des tissus de l'animal, donc ça va donner une viande moins inflammatoire aussi pour l'être humain. Et ça, c'est grâce à un stress qui est réduit, parce que dans un élevage vertueux, on va essayer de ne pas stresser l'animal. Il y a même des puristes qui vont vraiment les mettre dans des conditions quasiment luxueuses, hein, avec de la relaxation, de la musique, etc. Ou en tout cas des conditions relaxantes. Et enfin, derrière, une saveur plus riche, avec une texture plus ferme. Donc en bref, l'alimentation vertueuse et l'élevage extensif qui est proche des conditions naturelles de l'animal et de l'ancêtre de cet animal, c'est la meilleure façon de produire de la viande blanche, et par ailleurs de la viande rouge, hein, de haute qualité pour la santé de l'être humain. Donc l'objectif, ça va être d'identifier les filières qui produisent ce type de viande et d'essayer d'éviter les autres qui, en élevage intensif, avec une alimentation riche en céréales, va donner un profil lipidique déséquilibré avec trop d'oméga 6, donc une viande qui peut s'avérer inflammatoire à la longue, moins de micronutriments, moins de sélénium notamment, moins de B3, donc beaucoup moins intéressant pour la longévité, pour le métabolisme énergétique, et moins d'antioxydants également, donc une viande qui est moins intéressante et moins nutritive, et en prime, une sorte d'empoisonnement, hein, avec des résidus d'antibiotiques et des polluants qui vont finir dans notre propre organisme. En conclusion, le confinement, le stress chronique, la croissance accélérée, donc 35 à 45 jours pour un poulet standard versus plus de 80 jours, hein, pour un poulet en label rouge, tout ça va réduire la biodisponibilité des nutriments et va augmenter l'oxydation. Et un animal en plein air avec de l'espace, de la lumière, tout ça va produire à l'inverse une viande plus digeste, plus nutritive pour l'être humain et beaucoup plus intéressante. Alors à savoir que dans l'univers keto, carni et ancestral, les chercheurs comme Paul Saladino ou Shawn Baker, pour ne citer qu'eux, ils placent la viande blanche en dessous de la viande rouge en termes de densité nutritionnelle. Et effectivement, la viande blanche, elle est moins riche en fer héminique, moins riche en zinc, en vitamine B12 et en antioxydants liposolubles. Cependant, elle va exceller par, on l'a dit, la digestibilité, c'est-à-dire qu'elle va être plus légère, plus adaptée aux repas un peu moins gargantuesques, mais donc plus léger, mais plus fréquent aussi, notamment pour les personnes qui ont un estomac ou un intestin sensible ou qui ont une satiété qui arrive très rapidement. Il faut savoir aussi que la viande blanche contient beaucoup de protéines maigres, comme le blanc de poulet, qui, elles, vont être intéressantes, donc paradoxalement, du coup, par rapport au point précédent, pour la satiété, via la libération de peptides qui permettent en fait d'envoyer au cerveau le signal de satiété assez rapidement, contrairement à des aliments purement glucidiques, par exemple, où il faut en manger des tonnes avant d'être rassasié. Donc finalement, non seulement la viande blanche est digeste, mais en plus, elle entraîne, disons, une satiété assez rapide. Ce qui peut être intéressant pour les personnes qui préfèrent manger léger et avoir un peu plus de repas. Et enfin, la viande blanche, elle excelle par sa polyvalence, elle est moins grasse, elle a un poids moléculaire moins élevé, donc d'où le fait qu'elle est plus digeste. Et du coup, elle va s'intégrer plus facilement dans les diètes variées et elle est plus accessible, que ce soit au niveau du portefeuille ou au niveau du goût, pour le tout venant. Alors en keto carnivore, la viande blanche, on considère qu'elle complète la viande rouge, et c'est la viande rouge qui est un peu la star. Hein. Mais la viande blanche, en complétant la viande rouge, va offrir de la variété, de l'équilibre aussi, parce qu'il ne faut pas non plus manger que de la viande rouge, ne serait-ce que pour le plaisir gustatif. Et enfin, ça peut également, de par le fait que la viande blanche est souvent plus maigre, ça permet de limiter les graisses dans certains repas, ce qui peut être intéressant, hein, même en keto,
pour parfois ménager un peu le système digestif, notamment si on a tendance à manger un peu tard. Donc de façon à laisser finalement le système digestif au repos le plus possible lorsqu'on va attaquer la nuit. Alors en termes de choix, on peut profiter des bienfaits de la viande blanche en consommant notamment du poulet, de la dinde, du canard et du porc. Voici un rapide tour d'horizon de chacune de ces volailles. Il y a également le lapin, mais qu'on va retrouver beaucoup plus rarement. Alors le poulet, ses atouts, c'est qu'il va être polyvalent, c'est ce qu'on disait, riche en protéines, jusqu'à 25 grammes au 100 grammes, riche en B3 pour le métabolisme, riche en sélénium pour l'immunité et pour lutter contre l'oxydation, et autant le poulet peut être riche en protéines et donc avoir des pièces assez maigres, autant il contient également des parties intéressantes en cétogène, hein, notamment les cuisses qui vont contenir 5 à 8% de graisse, notamment donc pour l'énergie et même d'ailleurs aussi la satiété. Et la peau aussi, hein, qui contient des graisses. Et le blanc, qui va être beaucoup plus maigre, il va être intéressant pour compléter, pour les sportifs, ou lorsqu'on est dans des diètes un peu plus riches en glucides, ou que l'on est en diète volontairement hypocalorique et que l'on souhaite limiter un peu ses graisses. Alors, ensuite, on a la dinde, qui est plus maigre que le poulet généralement, riche en protéines également et riche également en sélénium, et qui est parfaite pour limiter les graisses là aussi, tout en maintenant l'apport protéique qui lui est essentiel. Elle peut s'avérer moins savoureuse et elle nécessite un élevage de qualité pour être consommée. Ensuite, on a le canard qui est plus rare, hein, dans la consommation courante, qui est plus gras, 10 à 15% de matière grasse, donc hyper intéressant en cétogène, en alimentation méditerranéenne faible en glucides, riche en oméga 9, donc en acide oléique qui est le même que dans l'huile d'olive, hein, riche en choline, donc hyper intéressant, et en B3. Et pour la haute qualité, on peut privilégier en keto le magret fermier lorsque c'est possible. Donc on privilégie les élevages extensifs et comme ça on profite des bienfaits du profil lipidique du canard. Ensuite on a le porc qui a une très mauvaise réputation, qui est pourtant, lorsqu'il est issu d'un élevage de qualité, le porc va être riche en vitamine B1, donc pour le métabolisme énergétique toujours, en zinc et en oméga 9. Et les races rustiques comme le porc noir de Bigorre ont un gras qui est proche du jambon ibérique, qui lui aussi, le jambon ibérique peut être de bonne qualité lorsqu'il est labellisé. Et enfin on a le lapin, qui est une viande assez maigre, riche en protéines et en B12, qui est très digeste et qui est idéal pour varier. Alors, on a aussi autre chose dans la viande blanche, parce qu'on a parlé de la cuisse, notamment la cuisse de poulet, de la peau, du blanc de poulet, des pièces maigres, etc. Mais on a un super aliment méconnu qui est contenu dans la viande rouge comme la viande blanche, qui sont les abats. Et en fait, les abats, on les avait traités ils sont traités dans un contenu dédié sur le guide Blueness. Ils ont également été traités dans le dossier consacré à la viande rouge. Mais pour la viande blanche aussi, les abats sont des super aliments méconnus et hyper intéressants, bien que malheureusement beaucoup moins consommés aujourd'hui. Et dans une approche ancestrale, on a vocation à consommer l'animal en entier. Donc on dit généralement de la tête à la queue, et donc y compris les abats, hein, qui permettent de tirer profit au maximum des bénéfices nutritionnels de l'animal. Alors les abats de volaille et de porc, ils sont particulièrement riches en micronutriments, hein, tout comme les abats évidemment de viande rouge. Et l'idée, ça va être de les consommer en proportion de leur taille dans l'animal, c'est-à-dire de ne pas manger des abats tous les jours dans des quantités énormes, parce que ça pourrait être contre-productif pour la santé, puisque de par leur richesse en micronutriments. Donc il ne faut pas non plus en abuser, il faut apporter la juste dose. On a notamment le foie de poulet, de canard ou de porc, qui est ultra dense en vitamine A, en B12, en fer, en choline, et tout ça est idéal, que ce soit pour la santé hépatique du foie, le nôtre de foie, ou la santé cérébrale. Le foie de canard fermier, par exemple, contient jusqu'à 20 000 UI de vitamine A au 100 grammes, ce qui est largement suffisant si on en consomme
un par semaine ou un tous les 15 jours. Ensuite, on a le cœur de poulet ou de dinde ou de bœuf, par ailleurs, qui va être riche en coenzyme Q10, qui est hyper intéressant pour la santé, et en taurine. Et tout ça va permettre de soutenir l'énergie et la santé, la santé cardiaque. Et enfin, on a les gésiers de viande blanche. Les gésiers, c'est en fait l'organe digestif du poulet et du canard, par exemple, qui sont une source de protéines denses et de zinc qui sont parfaits pour la satiété et pour la santé. Alors évidemment, comme le foie de poulet, de canard ou de porc et les abats en règle générale sont des pièces maîtresses de l'animal, surtout le foie qui est l'organe de détoxification de l'organisme, il faudra évidemment privilégier des abats bio et de filières extensives pour éviter les toxines. Donc surtout pas des abats d'élevage intensif parce qu'on va se retrouver avec tous les poisons qu'on a énumérés précédemment. Ensuite, on l'a dit, on les intègre dans les recettes en petite quantité, du pâté de foie de temps en temps, des gésiers confits, du cœur de bœuf ou de poulet de temps à autre, pour varier en fait, sans en faire la base de notre alimentation au quotidien, pour ne pas se surexposer à certains micronutriments. On peut même faire, par exemple, si on décide d'en manger un peu tous les 2-3 jours, on peut faire des steaks hachés, par exemple, avec 10% d'abat, par exemple, dans le steak, et avec le reste en viande musculaire et en graisse. Et enfin, si on les achète, donc bio et de filière extensive, l'idéal c'est de privilégier des places de marché qui sont vertueuses ou de privilégier des boucheries artisanales où les abats sont très souvent disponibles, mais malheureusement très peu commandés. Alors effectivement, ils ne sont pas à la mode aujourd'hui, c'est une grave erreur sur le plan nutritionnel parce qu'ils sont non seulement délicieux, parce qu'ils sont bien cuisinés, mais ils sont surtout indispensables pour une santé retrouvée. L'hypothèse, c'est que nos ancêtres consommaient probablement l'animal en entier, c'est ce qu'on a dit, y compris les abats, ce qui suggère qu'on s'est adapté à ces sources denses en nutriments. Les régimes modernes, souvent limités aux muscles, pourraient finalement ainsi manquer de certains micronutriments clés. Donc l'idée, c'est d'essayer de retourner vers ce côté ancestral et donc de consommer des abats de temps à autre, encore une fois en proportion de la taille de l'animal. Et enfin, après les abats, on a les œufs qui concernent la viande blanche parce qu'ils sont un complément idéal à la viande blanche et ils sont issus de volailles. Et les œufs, tout le monde a compris maintenant que c'est un super aliment, complémentaire du coup à la viande blanche. Ils sont riches en choline, en protéines complètes, en oméga 3, si évidemment la volaille a pâturé et qu'il y a une alimentation enrichie en luzerne et en graines de lin. Et les œufs sont un super aliment en eux-mêmes, donc c'est un concentré de vitamines et de minéraux, et ils vont soutenir la santé, que ce soit la santé cérébrale ou métabolique et générale. Et en termes de label, on privilégiera le label rouge pour les œufs, donc ce qui signifie qu'ils auront été élevés la volaille aura été élevée en plein air, les poules auront été élevées en plein air avec une alimentation sans OGM. On privilégiera le bio, donc code 0 en France, avec une garantie de poules, encore une fois en plein air, et une absence surtout de pesticides. Et le label bleu blanc cœur, qui permet de garantir un enrichissement de l'alimentation, en graines de lin notamment, pour augmenter l'apport en oméga 3, et donc améliorer le profil lipidique de l'œuf. Donc on privilégiera du coup en France notamment le code 0 ou 1 sur les coquilles, ce qui signifie bio ou plein air. Et l'idéal, ça reste d'acheter les œufs dans des fermes locales, des épiciers bio ou des places de marché vertueuses. Et on consommera évidemment le jaune pour maximiser les nutriments et ne pas gâcher, surtout en diète keto, low carb ou méditerranéenne. Alors attention toutefois, les œufs de poule en pâturage intégral, donc code 0 ou 1 avec une alimentation à base d'herbes et d'insectes, sont plus riches en oméga 3 et en antioxydants que les œufs bio nourris aux céréales. Parce que les œufs bio nourris aux céréales, ça signifie juste que les céréales sont bio. Donc c'est pas mal, mais c'est pas la panacée. C'est pourquoi c'est toujours un peu compliqué de faire des choix, parce qu'à l'instar de ce qu'on avait expliqué pour la viande rouge,
il vaut mieux une viande ou un œuf qui ne soit pas bio, mais dont on sait que l'alimentation s'est faite de façon naturelle dans un élevage extensif, même si souvent ça va de pair avec le label bio, que une viande ou un œuf bio dont on n'a aucune information sur l'élevage et surtout sur l'alimentation, qui pourrait très bien être bio, mais qui reste une alimentation qui pourrait intégrer des céréales, et du coup les céréales, comme nous l'avons expliqué dans les contenus précédents du guide Blueness, ne sont pas vraiment l'aliment idéal pour le bœuf, la vache ou la volaille. Donc là encore, l'idéal, ça reste de se renseigner ou de se rapprocher des éleveurs pour essayer de trouver ce qui convient le mieux. Enfin, outre donc le poulet, les abats, les œufs, etc., on a le porc sur lequel on peut focaliser un peu. On peut revenir dessus rapidement parce qu'il a subi une très mauvaise réputation en nutrition. Il a souvent été associé à des produits transformés comme les saucisses bas de gamme ou le bacon. Et comme c'est souvent une viande qui est destinée à fabriquer des produits low cost et ou transformés, le porc, c'est une viande qui est souvent... Enfin, les porcs qui permettent de produire cette viande sont souvent élevés de façon intensive et dans des conditions très critiquables. Parce que le marché qui leur est dédié n'est pas un marché premium. Pourtant, les porcs rustiques élevés en liberté, comme le porc noir de Bigorre, le Quintoa ou le porc ibérique, vont au contraire offrir un gras qui est riche en oméga 9, donc comparable à l'huile d'olive, qui est bénéfique pour le cœur, en B1 et en zinc, qui vont être hyper intéressants, la B1 pour l'énergie et le zinc pour l'immunité. Et ils vont avoir un profil d'antioxydants plus élevé pour les élevages extensifs, évidemment, en élevage naturel. Donc, le porc, c'est pas une viande à bannir, sauf éventuellement, évidemment, pour des raisons religieuses, mais à partir du moment où on veut en consommer, on peut, mais il faudra juste privilégier la viande fraîche, donc l'échine, le filet mignon, par exemple, aux charcuteries industrielles et bas de gamme, sauf évidemment s'il s'agit de charcuteries artisanales et labellisées comme le jambon Quintoa cru ou le jambon de Parme. Voilà, ce sera tout pour cette première partie au format podcast de ce nouveau chapitre du guide Blueness. Et la seconde partie sera exclusivement réservée aux membres, et pour y accéder, je vous donne rendez-vous directement sur blueness.com dans le contenu dédié du coup aux volailles. Et dans cette seconde partie réservée aux membres, on verra notamment les 6 critères d'élevage à retenir pour une viande blanche de qualité. On listera les meilleurs labels de viande blanche en France avec les races d'excellence et les meilleures appellations. On verra aussi quelles sont les limites de ces labels. On verra quelles sont les meilleures viandes blanches qui sont compatibles avec des diètes cétogènes, carnivores, méditerranéennes, en dehors des labels. Donc on verra comment trouver de la viande blanche de qualité indépendamment des labels et des races. On listera on fera la liste des meilleures places de marché vertueuses, donc les meilleurs sites en ligne pour commander de la viande blanche, des œufs et également d'autres produits par ailleurs. Et on précisera à quelle quantité et quelle fréquence consommer de la viande blanche. Et enfin, on terminera avec un tour d'horizon des meilleures sources de viande blanche ailleurs dans le monde, donc pas qu'en France. On verra aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, dans les pays nordiques, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous directement dans la seconde partie du guide Blueness pour découvrir comment bien choisir sa viande blanche, quel label privilégier, où acheter la viande blanche, quelle marque privilégier, quel site en ligne, et comment consommer et à quelle fréquence consommer la viande blanche versus la viande rouge, et etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur blueness.com pour la suite de ce contenu et évidemment pour tous les autres contenus du guide Blueness exclusivement réservés aux membres.